La reine Marie-Antoinette était-elle aussi coupable que le prétend la République? Ou était-elle victime d'un complot républicain, car mère de roi, épouse de roi, sœur de roi, et mère du peuple? Elle dira pendant son procès grotesque et pas équitable, lors de l'infâme accusation d'inceste envers ses enfants. J'en appelle à toutes les mères. Bonsoir à tous, bienvenue dans Histoire de France, dans la suite de toutes ces chroniques et ces petites conférences liées à la semaine de commémoration pour le martyre et la mort de Sa Majesté Louis XVI le 21 janvier 1793, et dans la continuité, après que je vous ai fait la vie au temps de la Révolution, l'appel de la nation de Louis XVI, nous allons faire ce soir le procès de Marie-Antoinette. Alors, bonsoir et bienvenue pour cette petite conférence et ce procès qui va nous prendre, je pense, une petite heure et demie, je pense, avec bien sûr une biographie de la reine avant ce procès. Alors j'ai pris beaucoup d'éléments pour ce procès, j'ai reçu des documents assez extraordinaires de Poirier, de Zweig aussi, et d'Elvine Levert, de Berthière. Enfin bon, j'ai essayé d'assembler pas mal de documents pour vous lire ce procès. Alors la République se devait d'exterminer de la surface de la terre tout ce qui représentait le pouvoir royal, à commencer par le roi et bien sûr par la reine, ainsi que la sœur du roi et le petit roi qui subiront le joug révolutionnaire. Par cela, la Révolution et la République et ses penseurs voulaient éradiquer une dynastie et permettre à ce que la France n'ait plus de roi. Mais ils ont mal fait leur travail puisque la fille de Louis XVI a pu être échangée et sortir du temple, et ils avaient oublié que le roi avait deux frères, le comte de Provence, le futur Louis XVIII, et le comte d'Artois, le futur Charles X. Même si Louis XVIII n'a pas pu avoir d'enfants, il n'en a pas été de même du futur roi Charles X. Alors que ce soit sur un trône ferme ou chancelant, les femmes souverains offrent à l'historien et à son public un attrait extraordinaire. La reine de Saba, Isabelle la catholique, Élisabeth d'Angleterre, Marie Stuart ou la grande Catherine se sont vues encensées et vilipendées tour à tour avec une passion pire que celle qui est de bon ton de n'accorder qu'à leurs collègues masculins. Qu'elles aient possédé le trône par dévotion, par ruse ou par substitution de pouvoir, ces reines régnantes marquent leur destinée d'un style historique. Et je ne parlerai pas, bien sûr, de Blanche de Castille, de Yolande d'Aragon, de Catherine de Médicis, toutes ces femmes qui ont eu le pouvoir et qui ont régné en France. Alors, ce style historique effleure immanquablement la légende, comme tout cas exceptionnel. Marie-Antoinette, qui fut la dernière reine de la monarchie absolue française, ne saurait échapper à cette règle. Entre ceux qui l'ont portée sur l'autel d'un amour dynastique, comme les Goncourt, d'une passion d'artiste, comme les Noack, et ceux qui, comme Freshman, l'ont trahi dans la boue, tout aussi facile à modeler, il y a un vrai visage de Marie-Antoinette, un visage Janus, propice aux fleurs de l'autel, comme aux ronces du pilori, et qui ne mérite, selon moi, qu'une formule consacrée qui est ni l'excès de l'honneur, ni celui de l'indignité.
Le destin, nous dit Stéphane Zweig, sait parfois bouleverser ces natures moyennes et sa poigne impérieuse les sortir de leur médiocrité. Marie-Antoinette est peut-être une des plus éclatantes exemples de l'histoire de France. Pendant ces 30 premières années, sur les 38 qu'elle a vécues, cette femme suit une voie médiocre, bien que dans un milieu élevé, jamais elle ne dépasse la mesure commune, ni en bien, ni en mal. Une âme tiède, une nature ordinaire et un début de point de vue historique, rien qu'une figurante. Sans l'irruption de la Révolution, dans son vol univers de plaisir, cette princesse insignifiante aurait tranquillement continué à vivre comme des millions de femmes de tous les temps. Elle aurait dansé, bavardé, ri, se serait parée. Elle serait, nous dit toujours Zweig, mis au monde que les enfants et finalement se seraient étendus sur un lit pour y mourir sans avoir réellement vécu selon l'esprit du temps. En sa qualité de reine, on l'aurait mise en bière avec solennité, mais elle aurait disparu comme tant d'autres princesses et de reines passées, dont les pierres tombales au froid caractère qu'on ne déchiffre plus se trouvent dans le Gotha. Il est certain qu'elle a, par exemple, de sa mort, donné à la fin de la royauté absolue un prestige et presque une auréole, fournie bénévolement par la Convention dans un procès grand-guignolesque et complètement arbitraire, autant que répugnant que par certains détails. 125 ans après, les bolcheviks russes en ont esquivé le danger en précipitant en bloc la famille Romanov dans un puits à Ekaterinbourg. Alors, troisième fille d'Autriche, en moins de 2 siècles, après Anne et Marie-Thérèse, a partagé la couche des rois de France. Pour leur faire des enfants, l'archiduchesse Antonia a eu le tort de ne point rompre, comme ses tantes, les liens filiaux qui l'attachaient à la double monarchie. Bien plus, elle aurait à s'engager avec son faible époux dans l'ornière dangereuse tracée par le bien-aimé, plus tard le mal-aimé, pour consommer la fin d'un régime pourri qui n'attendait que leur faute pour s'écrouler, selon les chroniques du temps. Les grands remous de ce siècle, qui libèrent les archives de la cour de Vienne, vont jeter une lumière ignorée sur celle qui, sur le trône de France, ne cessera jamais jusqu'à sa mort d'agir en autrichienne auprès d'un Louis XVI aussi impuissant debout que couché. Elle reste la pucelle habsbourgeoise dont a franchi, en passant le Rhin, que des souvenirs juvéniles de la Habsbourg et de l'impérieuse tutelle de sa mère Marie-Thérèse, cervelle d'oiseau au départ, dans une tête séduisante, Marie-Antoinette était de ces reines qui convenaient au règne puissant, le style d'un bel édifice. Malheureusement, elle n'avait rien sur lequel elle pût l'asseoir. Une intelligence absente, une inculture prodigieuse, un goût très incertain quant aux ornements de l'esprit, au physique, une sexualité ordinaire assouvie par les amants, en tout cas médiocres, qu'on lui prête, et des maternités décevantes. Le drame de Marie-Antoinette est donc à la fois celui d'une femme et d'une époque, toutes les deux malheureusement en mauvaise conjoncture. Et si la Révolution lui doit l'une de ses causes, nul doute qu'à son tour, la reine ne soit redevable au grand mouvement populaire de la fin exceptionnelle et pour tout dire héroïque qui l'a tirée du néant historique. On raconte que Madame Geoffrin, allant en Russie, qui avait visité Vienne, a tenu sur ses genoux la petite archiduchesse Antonia. Voilà, dit-elle, une petite que j'aimerais bien emporter. Emportez, emportez, reprit gravement l'impératrice Marie-Thérèse qui songeait à Versailles et voyait déjà pour elle le dauphin. Celui-ci était à Versailles un gros garçon indolent qui tenait déjà de son ancêtre le roi Soleil un appétit extraordinaire pour la table et la chasse. L'après-midi, on le représentait volontiers poussant du bout des doigts une charrue d'un style très 18e, et cela au grand ravissement de la cour et de la bénédiction de l'imagerie populaire. Malheureusement, le dauphin n'avait rien d'un Cincinnatus, même Harbour. Destinés l'un à l'autre dès le berceau par les affinités de la diplomatie austro-française, l'archiduchesse de 15 ans et le Louis de XVI allaient se trouver bien quinaux le soir de ce 1er mai 1770. On les mit au lit sous l'œil goguenard de ce solapaillon de Louis XV, comme disait Barbelé d'Aurevilly. Nous, on sent que la couche nuptiale ait été dûment bénie par Monseigneur l'archevêque de Reims. On sait que le lendemain, au saut du lit, après avoir largement bafré, ce coquebin écrivit sur son carnet intime « Rien ».
3 mois après, les deux mariés en sont toujours au point mort, comme Antonia l'écrit à sa mère le 9 juillet 1770. Pour mon cher mari, il est changé de beaucoup et à son avantage. Il marque beaucoup d'amitié pour moi, et même il commence à marquer de la confiance. Il lui est arrivé une singulière histoire l'autre jour. J'étais seul avec mon pari lorsque monsieur Vauguyon, son gouverneur, approche d'un pas précipité à la porte pour écouter. Un valet de chambre, qui est sot ou très honnête, homme, ouvre la porte, et monsieur le duc s'y trouve planté comme un piquet, sans pouvoir reculer. Alors je fis remarquer à mon mari l'inconvénient qu'il y a de laisser écouter aux portes, et il l'a très bien pris. Il est avéré qu'au début de leur mariage, les deux jeunes tourtereaux étaient fort espionnés, et qu'on n'hésitait pas à soudoyer les domestiques pour qu'ils rapportent les secrets les plus intimes ou les preuves les plus visibles des copulations delphéniques. Dans cette lettre, où le touchant passe le ridicule d'une situation, on peut constater par ces trois, mon mari, en quelques lignes, la volonté de gentillesse de la jeune dauphine, qui, dans le paragraphe suivant, signale aussi l'espèce de dégoût que lui inspirent les fréquentes indigestions de son mari boulimique. Mais ces rapports conjugaux ne vont guère qu'à l'attendrissement. Et il faudra attendre 7 ans jusqu'à l'opération du phimosis royal pour que le sire, enfin circoncis, et sa dame fassent l'amour autrement qu'avec un porte-plume. Car Louis XVI ne fait pas que manger et chasser. Il lit beaucoup. Il aime la géographie, il aime l'histoire, il aime les langues, il aime bien sûr ce qu'ont fait ses ancêtres, et il est effondré, complètement effondré et apeuré de la tâche qui va bientôt lui incomber. 3 jours après le mariage, nous revenons à cela a lieu à Paris l'entrée solennelle des jeunes époux. 300 000 personnes, la moitié de la ville, s'amassent sur la place Louis XV, actuelle place de la Concorde, lorsqu'une fusée du feu d'artifice met le feu à l'une des nombreuses baraques qui couvrent la Grand Place. Les badauds affolés refoulent vers les rues rayonnantes et avoisinantes, où arrivent sans cesse d'autres colonnes en rang pressé. C'est une panique effroyable. Les masses qui fuient et celles qui pénètrent s'affrontent comme des régiments de fourmis. Bientôt, on piétine, des gens étouffés, puis des cadavres, puis des chevaux, des carrosses écrasent morts et vivants. Des morts vidés de leur sang par le nez et la bouche sont restés debout. Portés par la foule, ils ne s'écrouleront que lorsqu'ils ne seront plus soutenus. Et voilà la future place de la Révolution jonchée de 132 cadavres, portés le lendemain au cimetière de la Madeleine, qui dans 23 ans recevra celui de la reine Marie-Antoinette, l'héroïne du jour, laquelle pour le moment s'éloigne en larmes vers Versailles, au trot de 6 cheveux blancs de son carrosse. Déjà Paris, pour la première fois, ne porte pas bonheur à la reine. Jamais un roi de France n'était mort en si piteux état que l'a été Louis XV. Maints historiens, modernes ou anciens, se sont évertués à le réhabiliter en cultivant son histoire comme un paradoxe. C'est vraiment faire peu de cas de l'effroyable misère dans laquelle il a laissé le royaume après cette guerre de 7 ans. Et les réactions populaires qui eurent lieu vers sa fin, nous n'en voulons pour preuve que ce distique qui courut les rues lorsqu'on lui éleva un monument sur la place qui porte son nom. Il y figurait à cheval, entouré des figures allégoriques de la paix, la justice, la prudence et la force. Oh la belle statue, oh le beau piédestal, les vertus vont à pied et le vice à cheval. En ces premiers jours de mai 774, nous n'allons pas là dire que le règne de Louis XV fut complètement négatif, car malgré tout, et il a été réhabilité depuis, ce fut malgré tout un honnête roi, je dirais un bon roi. Alors qu'il agonissait à Versailles, dans le lit du roi Soleil, lui-même avait voulu cela, on ne verra plus mourir, bien sûr, d'autres rois dans ce lit-là. L'air du palais était infecté, dit Madame Campan. Plus de 50 personnes gagnèrent la petite vérole pour avoir seulement traversé la galerie de Versailles. Louis XV, dit un contemporain, a payé en papier, en naissant donner la guerre en grandissant, la famine en vieillissant et la peste en mourant. Voilà ce que disaient certains philosophes et certains pamphlets qui circulaient dans les rues de Paris. Il avait été convenu depuis quelques jours que lorsque le roi s'éteindrait aussi une bougie, luminaire symbolique qui annoncerait sa royauté au dauphin. Retiré dans une chambre du palais avec Marie-Antoinette,
quand la maigre flamme eut été soufflée à 3h30 de l'après-midi. Un bruit terrible et absolument semblable à celui du tonnerre se fit entendre dans la première pièce de l'appartement. C'était la foule des courtisans qui désertaient l'antichambre du souverain, expiré pour venir saluer la nouvelle puissance de Louis XVI. À ce bruit étrange, Marie-Antoinette et son époux reconnurent qu'ils allaient régner. Et par un mouvement spontané qui remplit d'attendrissement ceux qui les entendaient, tous deux se jetèrent à genoux et tous deux, en versant des larmes, s'écrièrent « Mon Dieu, guidez-nous, protégez-nous, nous régnons trop jeunes ». Cette anecdote contée par Madame Campan est, paraît-il, qu'on trouve vraie ou controversée, mais en supposant même qu'elle soit sujette à caution, elle indique seulement un terrible cri de désespoir. Le pessimiste du règne futur, un règne vérolé qui finira par une hémorragie spectaculaire et un bain de sang national. Alors Marie-Antoinette est reine et aussi libre et mieux encore libérée. C'est seulement maintenant, dit Sverg, après plus de 3 ans de tutelle et de surveillance, qu'elle se sent pour la première fois sans entrave. Plus personne pour lui dire « halte là », car sa mère est à des centaines de lieues et les protestations craintives de l'humble époux, elle les balaie d'un sourire méprisant. Ayant gravi le dernier échelon du pouvoir, de dauphine devenue reine, la voilà enfin placée au-dessus de tous, soumise uniquement à son humeur capricieuse. Fini les tracasseries des tantes, fini les requêtes adressées au roi pour aller au bal de l'opéra, fini l'arrogance présomptueuse de sa rivale détestée, la Dubarry. Dès demain, la créature sera exilée pour toujours. Fièrement et sans avoir honte de sa fierté, Marie-Antoinette s'empare de la couronne qui lui est échue. On ne peut ainsi mieux définir et juger de la psychologie de la reine que par ces lignes d'un de ses plus éminents historiens. Elle y ajoutera de sa main celle-ci adressée à sa mère quelques jours après son accession au trône. Quoique Dieu m'a fait naître dans le rang que j'occupe aujourd'hui, je ne puis m'empêcher d'admirer l'arrangement de la Providence qui m'a choisi, moi la dernière de vos enfants, pour le plus beau royaume de l'Europe et du monde. Et en proscriptum, comme un bourgeois écrit à sa belle-maman, Louis XVI ajoute de sa main. Je suis fort aise de trouver une occasion, ma chère maman, de vous prouver ma tendresse et mon attachement. Je désirerais bien avoir de vos conseils dans ces moments-ci qui sont si embarrassants. Je serais bien enchanté de pouvoir vous contenter et de vous marquer par là tout mon attachement et la reconnaissance que j'ai que vous ayez bien voulu m'accorder votre fille, dont je suis, on ne saurait plus, content. Et voilà, après avoir supplié Dieu et qu'au début de son règne, un roi de France écrit à la toute-puissance impératrice d'Autriche. Les bénédictions n'allaient pas, pour cela, pleuvoir. Pour surveiller sa fille frivole et la réduire à sa fonction autrichienne, c'est-à-dire faire des enfants, surtout après la mort de Louis XV, Marie-Thérèse avait placé auprès d'elle un intermédiaire autant admirable que singulier qui s'appelait Mercy d'Argenteau. Gentilhomme liégeois, ambassadeur de la cour de Vienne à celle de France, dont les fonctions diplomatiques se doublaient de celles de mentor de la reine, il tenait secrètement registre de ses moindres actes, souvent des sottises, dont il avisait aussitôt sa souveraine par service de courrier qui faisait mensuellement l'aller-retour avec Paris et Vienne. Il avait à ses dispositions une dizaine de postes, c'est-à-dire des messagers, qui faisaient les allers-retours. Cette correspondance, publiée pour la première fois en 1874, est des plus attachantes. Elle nous apprend qu'elle n'était pas à sens unique, puisque Marie-Thérèse remettait à son ambassadeur des instructions précises. Par la même occasion, les courriers transportaient aussi la correspondance des deux souveraines. On sait que la cour d'Autriche a toujours passé pour être très... À travers ces lettres et rapports, nous sommes initiés aux intrigues qui allaient aider à mourir la vieille machine monarchique, s'essoufflant entre Versailles et Paris. Déjà, à la mort de Louis XV, Mercy avait écrit à l'impératrice. Il est indubitable que Madame l'archiduchesse gouvernera le royaume. Pour Marie-Antoinette, le royaume se limite à la cour, une cour pléthorique qui va absorber une bonne partie de ses ressources. En n'accordant pas à sa femme, par exemple, que Choiseul ne soit pas ministre d'État, le roi consent en fiche de consolation qu'elle mette à la tête de sa maison son amie intime, la princesse de Lamballe, avec le titre de surintendante. La charge vaut annuellement 150 000 livres et le frère Lamballe reçoit 40 000 livres pour on ne sait quelle autre sinécure. La Polignac, qui s'occupe des écuries, fait augmenter soi-disant les dépenses de foin et de paille de 200 000 livres, dont la majeure partie constituera son avoine personnelle. Et de plus, sa femme, la duchesse, obtiendra en 1780 400 000 livres pour payer ses dettes, outre une dot de 800 000 livres pour sa fille. Et encore,
Et encore, si tout cela fut limité discrètement à ses dépenses de cour, dont il était encore facile de cacher la démesure au peuple, mais la reine ne peut s'empêcher d'accourir à Paris en fâcheuse compagnie et passer des nuits entières au bal de l'opéra dans un milieu plus que suspect, ou encore jouer jusqu'à l'aube dans le tripot public qu'était devenu le château de Marly. C'est ainsi que lors d'une partie où joue la reine, qui dure jour et nuit, pendant une semaine, un simple officier, Chalabre, encaisse 450 000 livres de bénéfices. Il faut aussi qu'en compagnie du duc d'Artois, le frère du roi, elle se montre aux courses de chevaux qu'il vient de lancer. Lui-même est fou de ces courses qui viennent d'Angleterre et félicite publiquement les jockeys, ce qui n'est pas encore dans les mœurs. Sans compter les comédies qu'elle joue à Trianon devant un public de bas domestiques. La mort de Louis XV avait fait espérer au peuple la fin des maîtresses et de la dilapidation effrénée des deniers royaux. En fait, la reine lui coûta bien plus qu'une Pompadour ou qu'une Dubarry, au moins à ses débuts. Il n'y a pas moyen de traiter quelque chose de sérieux avec Marie-Antoinette. La soif des plaisirs a sur elle un pouvoir mystérieux, écrit Merci Argenteau. Aux yeux du peuple, ajoute Zweig, c'est la reine qui dirige les affaires. Et comme les généraux, ministres et ambassadeurs nommés par elle se montrent incapables que le système de cette autocratie arbitraire a prouvé son impuissance et que la France, avec une rapidité foudroyante, va au-devant de la banqueroute, toute la responsabilité retombe sur elle, qui n'en a nullement conscience. Mon Dieu, elle a simplement aidé quelques gens charmants à obtenir de bonnes situations. Il est vrai que si elle dépense, les recettes fiscales et les déficits ne venaient bien sûr pas d'elle. Tous les éléments qui en France réclament le progrès, les réformes, la justice et les formes créateurs murmurent, critiquent et menacent cette insouciante dissipatrice, la châtelaine éternellement frivole de Trianon. C'est ce qu'on appellerait un bouc émissaire, qui sacrifie, dit-on, follement et absurdement, l'amour et le bien-être de 20 millions d'hommes et une orgueilleuse coterie de 20 dames et gentilshommes. Dans l'hiver de 1778, alors que le royaume souffre de la famine, au milieu d'un froid terrible qui gèle les ruisseaux, les rues, la reine se rend publiquement à l'opéra dans un traîneau doré de 10 000 écus. Au retour, emmitouflée dans ses fourrures, en franchissant les queues qui attendent une distribution de pain à la porte de Saint-Cloud, elle s'écrie avec une charmante insouciance « Ah, je ne me suis jamais autant amusée ». Ce tableau que je vous lis est apocryphe. Je fais exprès de charger le trait aussi des documents pour vous montrer aussi l'implacabilité et la méchanceté des textes aussi de l'époque. Ah, je me suis jamais autant amusée, dit-elle. Et en plein Versailles, même devant le roi, elle perd toute dignité. Dansant avec le comte de Dillon, la reine le prie tout d'un coup de s'arrêter en lui disant « Je n'en puis plus, voyez comme mon cœur bat ». Ah, et le beau danseur allait s'en assurer lorsque le roi, dont les mots d'esprit sont rares, s'écrie en riant « Eh, madame, monsieur, vous croirez bien sur parole ». À Versailles, les étrangers sont les bienvenus. La cour fourmille de grands seigneurs attirés par le luxe et la vie facile qu'on y mène. Aussi un peu morose que celle des cours de Potsdam, Schönbrunn, Saint James ou Stockholm. Des Anglais comme Lord Holland ou Fitzgerald, des Suisses comme Besenval, des Russes comme Roumantsov, des Hongrois comme Esterházy, des Suédois comme Stendick ou Axel de Fersen. Celui-ci étant bien fait pour attirer l'attention de la reine, exactement de son âge, il nous a laissé un journal intime, pile de 20 000 feuillets manuscrits qui ne dénotent pas le romanesque que d'aucuns lui ont accordé. D'ailleurs, sa passion pour Marie-Antoinette n'est pas unique. Il y a quantité de femmes dans sa vie et même quand il est à Versailles, papillonnant discrètement autour de la reine, il a une tendre maîtresse retrouvée chaque soir à Paris qui lui accorde des faveurs plus certaine que des regards langoureux ou qu'un amour platonique. Il était poli, sans exagération, dit l'un de ses historiens, cérémonieux, sans abus, loyal, sans servilité, franc et fidèle, autant que réservé, discret, réfléchi et sérieux, poursuit-il. Son rôle auprès de la famille royale fut des plus importants pendant la Révolution. Malchanceux, Terre-Neuve, dans l'affaire de Varennes, il fut l'un des plus actifs agents de liaison avec l'étranger et croyait sincèrement qu'on put contrer la Révolution en lui faisant une guerre heureuse. Tâchez de continuer la guerre et ne sortez pas de Paris, conseille-t-il en juin 1792 à la famille royale prisonnière aux Tuileries. On viendra à votre secours, le roi de Prusse y est décidé
et vous pouvez y compter. Mais Fersen fut-il réellement l'amant de la reine? Cette question n'a cessé de passionner tous les historiens anciens et modernes. L'opinion aussi. Et il est difficile d'y répondre. La mutilation volontaire de ses mémoires par sa sœur laisse un problème pantelant qui n'a d'ailleurs aucune importance historique. Certes, dans le nombre d'amants qu'on donne à la reine, Fersen tient une place de choix. Il est possible qu'il y ait eu entre eux que des relations platoniques, et c'est ce que je crois moi-même. Le doute qui plane sur leur intimité est l'un des rares bénéfices à l'actif de Marie-Antoinette, dont presque toute la vie n'est qu'une faillite privée, autant que publique, dépourvue de romanesque. La première intrusion de la reine dans la politique, et c'est là que ça sera aussi un peu sa perte, surtout la politique étrangère, remonte à 1777. Et c'est naturellement au profit de l'Autriche, après la mort de l'électeur de Bavière, que les troupes autrichiennes envahissent la moitié de son pays au nom de l'impératrice et de son fils, l'empereur Joseph. Cet empiétement est absolument contraire aux intérêts de la France en Allemagne et lui fait perdre le bénéfice des guerres antérieures. Les traités de Westphalie, qui consacrent l'indépendance de la Bavière, sont encore en vigueur, bien qu'alliés à cette époque, la France doit en toute rigueur mettre l'Autriche en demeure et se retirer. Mais heureusement, Marie-Antoinette est là et devient l'agente la plus active du cabinet de Vienne. Au début de 1778, elle rapporte en effet à Mercy, qu'ayant dit au roi pour le sonder, « Vous ne pouvez pas nier, monsieur, que vous étiez informé et d'accord avec l'Autriche sur cette affaire de Bavière. » Le roi aurait répondu, « J'étais si peu d'accord que l'on vient de donner ordre au ministre français de faire connaître dans les cours allemandes où il se trouve que ce démembrement de la Bavière se fait contre notre gré et que nous le désapprouvons. » À la suite d'une nouvelle lettre de sa reine, Marie-Antoinette répond « Après avoir causé avec Mercy sur le mauvais état des affaires, j'ai fait venir messieurs de Maurepas et de Vergennes, je leur ai parlé un peu fortement et je crois leur avoir fait impression. Surtout au dernier. Je n'ai pas trop été contente des raisonnements de ces messieurs qui ne cherchent qu'à biaiser et accoutumer le roi. Je compte leur parler encore, peut-être même en présence du roi. Il est cruel dans une affaire aussi importante d'avoir affaire à des gens qui ne sont pas vrais. » Et pour le même courrier, Mercy ajoute « La reine s'est mise en mesure d'amener le roi à son sens et de l'opposer en quelque façon à ses propres ministres. Elle mérite des félicitations, bien sûr pour l'Autriche. Elle en mérite aussi parce qu'elle est tout de même enceinte après 7 ans de mariage. Le roi attend dans la jubilation un héritier qui sera la duchesse d'Angoulême, fameuse, bien sûr, orpheline du Temple. Et tant que dure la grossesse, il n'ose troubler sa femme pour une question bavaroise. Heureusement, le roi de Prusse met les pieds dans le plat et envahit l'Autriche. Celle-ci recule au grand apaisement de Louis XVI, qui ne sait s'il doit agir en mari ou en roi. La guerre est évitée, mais ce n'est pas la faute de la reine. Une deuxième intervention de Marie-Antoinette se situe en avril 1780. L'Autriche, cherchant toujours à rattraper quelque chose de son ancienne puissance en Allemagne, voulut faire accéder Maximilien, frère de Marie-Antoinette, à l'électorat de Cologne. Cette fois, c'est la puissante Autriche aux portes du royaume, et c'est encore une entorse à la politique française traditionnelle en Allemagne. Le roi encore, dûment chapitré par la reine, laissa faire, et Maximilien devint électeur, ce qui valut à sa fille un autre satisfecit de l'impératrice. Madame, ma chère fille, j'étais bien touché de la façon que vous êtes prise sur la coadjuterie de Cologne. Cela ressemble au cœur de ma chère fille pour sa famille. Dites au roi qu'il peut être assuré que c'est le seul moyen de faire du bon en empire, d'avoir le même langage. Nous n'en abuserons jamais, mais nous préviendrons par là les cabales des autres, et même de vos ministres qui parlent toujours selon leur instigation. La plupart étant de jeunes gens qui croient par là se faire This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. valoir. Maurepas, ministre de la guerre, avait 80 ans, et Vergennes aux affaires étrangères en avait 64. Un peu jeune, devant la reine et belle-maman, fortement celle-ci meurt sur ses entrefaites, et Marie-Antoinette, à court d'inspiration, ne s'occupera plus de politique internationale, sauf en 1792, lorsque les troupes de Prusse et d'Autriche, répondant à son appel, envahiront son royaume pour la bonne cause, et qu'en rageant, elle dira « Je me sens plus allemande que jamais, mais toujours reine de France ». En 1780, année de la mort de Marie-Thérèse et de la naissance du dauphin, qui mourra en 1789, le premier fils aîné du roi et de la reine,
Ça marque l'apogée du pouvoir de la reine. Mais cette naissance lui vaut 2 ennemis nouveaux qui vont s'acharner à la déconsidérer. Et quels ennemis? Les propres frères du roi, Provins et Artois. On dit pourtant que ce dernier est son amant, ce qui est faux, dont l'ascension au trône devient aussi problématique. Et pourtant, ils régneront tous les deux en succédant à Napoléon. Il y a aussi Mesdames, filles de Louis XV, vieille guénuche, exilée de Versailles par le mépris de la jeune reine. Et puis le duc d'Orléans, futur Philippe Égalité, qui votera la mort de son cousin Louis XVI et qui, comme lui, éternuera dans le panier à son tour. Il y a aussi au Palais Royal, sa résidence de ce Philippe d'Orléans, qui représente en fait le premier club de la Révolution, bien que sous l'égide d'un prince se réunissent tous les réformateurs, libéraux, constitutionnels, voltairiens, philanthropes et francs-maçons, dont il est l'un des grands maîtres. Et ceux-ci viennent se joindre et insatisfaits et les endettés, les aristocrates relégués à l'arrière-plan, les bourgeois cultivés qui n'obtiennent pas d'emploi, les avocats sans clients, les démagogues et les journalistes avides de sensations. Toutes les forces effervescentes qui plus tard formeront les troupes d'assaut de la Révolution. C'est ainsi que sous la conduite d'un chef faible et vaniteux se forme la plus puissante des armées spirituelles grâce à laquelle la France conquérera sa liberté, soi-disant. Le signal de l'attaque n'est pas encore donné, mais chacun connaît le but et le mot d'ordre. Contre le roi et avant tout contre la reine. Pour soustraire le roi de son influence néfaste, il était nécessaire de la tuer moralement dans l'esprit de la nation, en faire une épouse infidèle, une Messaline ou une Bruneau. C'était facile. Les étourderies de la reine y prêtaient et en France, on n'a jamais manqué de gens de plume, d'encre et de papier à mettre au service de toutes les causes, surtout quand elles sont grasses et bien payées. Du Palais Royal et autres lieux, soi-disant hors de France, partent à l'adresse de Marie-Antoinette pamphlets, libelles, mémoires apocryphes, chansons, épigrammes, achetés à prix d'or par ses ennemis, qui les répandent à profusion dans les salons de Versailles et en province, et dans ses voitures qui, jusque sous la courte pointe de son lit, on y mettra des libelles. Celle-ci n'en ignore rien, et dès 1775, lorsque son mari subit la fameuse circoncision, elle écrivait à sa mère. Nous sommes dans une épidémie de chansons satiriques. La nécessité de l'opération a été le mot principal contre le roi. Pour moi, je n'ai pas été épargné. On m'a littéralement supposé les deux goûts, celui des femmes et des amants, quoique les méchancetés plaisent assez dans ce pays-ci. Celles-ci sont si plates et de si mauvais ton qu'elles n'ont aucun succès, ni dans le public, ni dans la bonne compagnie. Peut-être en 1775, mais en 1780, la nomenclature est déjà longue des infanies et ordures déposées contre le trône. Après l'affaire du collier en 1785, ce sera encore pire. Jusqu'au pied de l'échafaud où on ne lui en épargnera pas même les éclaboussures. Maintenant, on dénature de simples hasards, on transforme en crime ses plus légères inattentions, ses étourderies d'enfants sont des affaires d'État, ses moindres actions et ses plus simples paroles, on lui attribue d'abord tous les amants inimaginables, son beau-frère, le comte d'Artois, qu'on donne comme véritable père du dauphin, c'est un célèbre libelle qui nous l'apprend, paru en 1781, Les amours de Charlot et Toinette, pièce dérobée à V, et qui débute ainsi. Une reine jeune et fringante, dont l'époux très auguste était mauvais fouteur, faisait de temps en temps, en femme très prudente, diversion à la douleur. L'amant supposé, des guerres recommandables, le futur Charles X et le plus grand libertin de la cour, Calonne lui paie en 1785 10 millions de dettes, et lorsqu'il fuira en France en 1789, il en laissera plus de 30. Mais la frange dont il souille la reine l'atteint aussi. Un jour, on jeta dans son carrosse ces vers suivants. Votre énorme cocher, mon illustre seigneur, et les trous de son cul plus haut que votre cœur. Avec le comte d'Artois, on suppose aussi, comme amant de la reine, le comte de Dillon, le duc de Coigny, le comte de Vaudreuil, son propre confesseur, l'abbé Vermont, le cardinal de Rohan et Fersen. Sans compter, côté dames, d'authentiques princesses, comme Lamballe et Polignac, aussi bien que des filles de théâtre comme Guimard, la Guibert ou la Dugazon. Et voici les titres de quelques libelles immondes dont nous avons limité la nomenclature jusqu'en 1789 parce qu'au-delà, ils deviennent presque des pièces officielles accumulées à loisir dans les actes révolutionnaires. Border, suivi d'un entretien secret entre la reine et le cardinal de Rohan. Le bougre se trouve à Versailles, dans l'appartement de la reine. Le godemiché royal, 1789. La Messaline française, ou les nuits de la duchesse de Polignac. Et aventure mystérieuse de la princesse d'Hélène et de la Lamballe.
avec gravure obscène, à Tribadis. De l'imprimé de Priap en 1789, voici un extrait des Mémoires secrets parus en 1778 au moment de la première grossesse de la reine. Alors ces documents ont été saisis par la police du roi, mis aux archives, et c'est grâce à ces documents que l'on peut savoir exactement des libelles qui a été faite contre la Sainte Reine. Alors la reine avance heureusement dans sa grossesse et en plaisante agréablement. Quelques courtisans rapportent que Sa Majesté disait l'autre jour au comte d'Artois: votre neveu me donne de furieux coups dans le ventre, et à moi, madame, des coups de pied au cul, reprit son Altesse royale avec beaucoup de gentillesse et de vivacité. Mémoire secret aussi populaire que le fameux quatrain qui fit le tour du royaume en 1778. Louis, si tu veux voir, bâtard, cocu, putain, regarde dans ton miroir la reine et le dauphin. Mais l'impopularité de la reine allait encore s'accroître après l'affaire du collier, qui, 4 ans avant les premiers coups de la Bastille, allait sonner le glas de leur royauté. Alors cette affaire du roi et des Beaumère et Bassinges, qui tenait un fastueux magasin rue Vendôme, traînait depuis la mort de Louis XV un fameux boulet. La disparition du souverain, en effet, les frustrait de la vente d'un collier considérable dit à l'esclavage, qu'ils avaient composé à grands frais dans l'espoir de la faire offrir par le roi à la du Barry. Plus impressionnant que beau à voir, il ne pouvait convenir en effet qu'au col ou à la gorge d'une reine ou d'une maîtresse ou d'un roi. Mais son prix considérable, 1 600 000 livres, faisait reculer Marie-Antoinette. Alors 1 600 000 livres, ça correspondrait à peu près aujourd'hui à 10 millions d'euros. D'accord ? 10 millions d'euros. Alors, Marie-Antoinette, à qui on l'avait proposé ce collier, malgré d'avantageuses conditions de paiement, en 10 fois ou en 20 fois, on disait même en 30. Elle avait acheté l'année précédente une paire de guirandoles de 360 000 livres quand même, payées à grand-peine, sur le roi et sa cassette, qui d'ailleurs le roi lui en avait parlé et avait laissé quelques humeurs. Elle l'essaya en secret, mais comme le renard de la fable dit hautement que la France avait plus besoin d'une frégate que d'un collier, puis elle ajouta moins haut, comme nous le dit Madame Campan: si j'avais à dépenser de l'argent, j'aimerais même mieux augmenter mes propriétés de Saint-Cloud par l'acquisition des terres qui les environnent et de donner le surplus au roi pour lui permettre d'avoir une marine de guerre. Aussi grand fut la stupéfaction de la reine lorsque le 12 juillet 1785, elle lut ce respectueux billet adressé à elle par Beaumère et Bassanges. Madame, nous sommes au comble du bonheur d'oser penser que les derniers arrangements qui nous ont été proposés et auxquels nous nous sommes soumis avec zèle et respect sont une nouvelle preuve de notre soumission aux ordres de votre Majesté. Et nous avons une vraie satisfaction de penser que la plus belle parure de diamant, elle existe, servira à la plus grande et la meilleure des reines. À maintes reprises, Beaumère l'avait supplié de l'acheter, parlant de se noyer si elle ne le faisait. Ainsi la reine ne doute pas, en lisant le poulet, que si Beaumère ne s'est pas noyé, il a perdu un peu de tête qui lui restait. Alors, négligemment, elle brûle le billet devant Madame Campan en disant: cela ne vaut pas la peine d'être gardé. Ce moment, dit Bruc Bentano, est dans sa banalité, le plus poignant du drame que l'affaire fut alors éclaircie. Et c'est par un enchantement de circonstances des plus médiocres qu'il ne fut pas. Et Marie-Antoinette devait être tenue à jamais en dehors de l'intrigue, son attitude bien simple et cependant toute naturelle, en ce seul moment où elle avait été en contact avec l'intrigue du collier, a prêté matière aux seuls reproches que ses détracteurs aient pu lui adresser. Et l'on sait quelles terribles conséquences les événements se sont chargés d'en tirer contre elle. Sans être tout à fait de l'avis de l'éminent historien, on peut tout de même suggérer que la reine, qu'elle ait brûlé ou non le placet, devait convoquer le joaillier et l'interroger à fond. Au contraire, elle refusa énergiquement de le recevoir. Le 3 août suivant, ce fatal imbécile, Madame Campan-Dixis, accourt aux nouvelles chez la lectrice de la reine, qui lui répond que celle-ci a brûlé le papier sans y rien comprendre. « Ah, madame, s'écrie-t-il, on ruine un homme quand on lui doit 1 500 000 francs. Et pour quel objet la reine vous doit-elle cette somme exorbitante ? Pour mon collier, reprend froidement Beaumère. Alors, il me dit que la reine l'avait voulu avoir, le collier, et lui avait fait acheter par le cardinal de Rohan. Mais vous êtes trompé, m'écriai-je. La reine n'a pas adressé la parole au cardinal depuis son retour de Vienne. Puis, il me dit qu'il n'avait pas agi sans ordre précis, qu'il avait tous les billets signés par la reine et que même il avait été forcé de les montrer à plusieurs banquiers pour obtenir une prolongation des époques de ses paiements.
Ainsi, le scandale n'était plus à la cour, il s'étendait en plein Paris, puisque Brumaire faisait de la cavalerie sur des traites signées par la reine, avalisées de plus par son pire ennemi, le cardinal de Rohan. Cette haine contre le cardinal et Marie-Antoinette l'avait hérité de sa mère. Rohan, avant de coiffer le chapeau, sans grande conviction, avait été ambassadeur du roi à la cour de Vienne, fastueux avec prétention, de mœurs dissolues, peu doué pour la diplomatie. Il s'était allié la prude Hofburg et bien entendu attiré la réprobation impériale. Aussi, en franchissant le Rhin, la jeune archiduchesse, Antonia, emportait-elle dans ses bagages le dédain de Madame Mère, qui était le sien naturellement. Pendant 15 ans, elle ne lui adressa pas la parole, même lorsque le grand aumônier de France, il baptisa à la cour ses 2 premiers-nés. C'est une situation qui blesserait le moindre curé de campagne. Et voici qu'entre dans sa vie une aventurière de choix, la comtesse de la Motte, qui se dit descendre des Valois par la cuisse gauche d'Henri II, le pourfendu. Avec une astuce extraordinaire, elle s'introduit à Versailles, apitoie Madame Élisabeth, sœur du roi, et approche Marie-Antoinette sans toutefois la rencontrer, et comme elle, s'en targue auprès de Rohan sur l'oreiller propre aux confidences du lit cardinalice. Dans Paris, Beaumaire et Bassange disent à qui les veulent entendre qu'ils donneraient volontiers 1000 louis et qu'ils feraient vendre l'embarrassant collier qu'il montre volontiers. C'est un jeu d'enfant pour Madame de la Motte de persuader l'imbécile d'empourprer qu'il rentrerait en grâce s'il consentait à acheter le fameux joyau au nom de la reine désargentée. Pour me déterminer, dira-t-il à son procès, Madame de la Motte m'apporta une lettre supposée de la reine, dans laquelle Sa Majesté paraissait désirer acquérir le collier et marquait que, n'ayant pas les fonds nécessaires, il lui serait agréable que je traitasse cette affaire, prisse toutes les mesures pour l'acquisition et déterminasse les époques de paiement qui pourraient convenir. Le 1er février 1785 au matin, les joailliers accourent à l'hôtel du prince, lui remettent donc le précieux écrin et repartent en s'épongeant le front malgré la température hivernale. Ouf! Le soir, le cardinal l'apporte lui-même à Versailles chez la comtesse de la Motte. La reine, dit-elle, attend le collier. Puis un coup de sonnette. Un homme rentre alors et se fait annoncer. C'est Rétaux de la Villette, un chansonnier et libelliste, complice de la comtesse. Rohan n'a pas le temps de l'apercevoir. L'homme tend un billet, prend l'écrin et file. On ne verra plus jamais le collier. Tout au moins au complet. En 1863, les héritiers des joailliers en sont encore à faire un procès à ceux du cardinal de Rohan. Voyez-le donc. Naturellement, les fameuses échéances ne tombent pas, car Rohan, et pour cause, attend toujours l'argent de la reine. Il en paie cependant les intérêts. La reine ne lui en parle pas davantage. Que se passe-t-il? Et la reine, qui ne porte point le collier. Enfin, le 11 août 1784, celle-ci daigne le rencontrer. À la nuit tombée, dans un coin discret du parc de Versailles. La reine est là. Le cardinal s'avance, s'agenouille, reçoit une rose. Il a cru s'entendre dire « Vous pouvez espérer que le passé sera oublié ». Le prince était perdu de joie. Il a une rose, alors qu'une belle giroflée. Il eut encore mieux convenu sur chacune de ses joues. Pendant qu'il la respire, la fille Oliva, du palais royal et autres mauvais lieux, et qui ressemble étonnamment à la reine, va, elle, finir la nuit en s'enivrer avec la Motte dans une guinguette de Versailles. Mais voici qu'une signature authentique de la reine venant à passer sous ses yeux, il la compare à celle du marché. Celle-ci est indéniablement un faux. Atterré, Rohan frissonne, entrevoit l'abîme où il est tombé. La reine n'aurait donc ni accepté le collier, ni écrit les prétendues lettres dont elle l'abreuve depuis l'achat, ni bien entendu promis le pardon. Arrêté le 15 août à Versailles, dans les circonstances bien connues, il parvient à faire brûler les fameuses lettres et les billets de Beaumaire. Le procès qui allait s'ensuivre ne plaidera donc sur des dossiers vides. Sur sa demande, Rohan fut assigné devant le Parlement où siégeaient ses pairs. C'était encore une gaffe royale que de lui en avoir laissé le choix. Un Louis XIV lui embastillait le cardinal et fait disparaître discrètement ses complices dans un cul de basse-fosse, au moindre mal pour eux-mêmes. S'il en eût quand même percé quelque chose. La royauté était encore assez puissante pour frapper ceux-mêmes qui se tenaient sur les marches de son trône branlant. En arrêtant l'affaire des poisons, Louis XIV avait agi en roi, et pour Madame de Montespan, en amant qui se souvient. Parraine de la reine, le cardinal eut pour lui l'opinion publique, encore qu'on l'étria assez. Bien heureux fut Orléans et toutes les sbires qui fourmillaient dans le palais royal d'avoir vent de cette affaire-là. Voici ce qu'on écrit. Oliva dit qu'il est dindon, la Motte dit qu'il est fripon, lui-même dit qu'il est bêta.
Alléluia. Le Saint-Père l'avait rougi, le roi, la reine l'ont noirci, le Parlement le blanchira. Alléluia. Et ce qui arriva en effet. Il fut acquitté, mais banni à l'abbaye de la Chaise-Dieu. Et l'affaire se termina par cet inévitable calembour. Le Parlement l'a purgé, le roi l'a envoyé à la chaise. Ses complices, Rétaux de Villette et la fille Oliva, furent acquittés. La comtesse de la Motte, emprisonnée à vie, est marquée sur les 2 épaules de la lettre V réservée aux voleurs. La reine qui avait voulu de force le procès reçut elle aussi une terrible marque. Moins heureuse que la comtesse qui s'échappa de sa prison, Marie-Antoinette resta désormais pour la populace un nom de ruisseau, à tel point qu'elle put dire un jour à quelqu'un qui lui demanda de faire connaître une belle action, car il faut le reconnaître, elle était très charitable, c'est inutile, on ne vous croira pas. Quand en mai 1789, les députés du tiers-État, aux États généraux, arrivèrent à Versailles, ils apportèrent de leur province, avec leur cahier de doléances, toutes sortes de préjugés contre la royauté. En moins de 10 ans, celle-ci avait fait une chute verticale dans les esprits même les moins prévenus contre elle. Et dans les moindres hameaux, on connaissait aussi bien qu'à Versailles tous les ragots de la cour. Les députés savaient la goinfrerie du roi, les ruineux plaisirs de la reine et le luxueux de Trianon. Plusieurs demandèrent à en voir les appartements, tapissés de pierres précieuses, vêtus de noir comme des corbeaux. Ils erraient dans le parc et les salons qu'on leur avait fait ouvrir. Les uns se méfièrent, d'autres furent séduits par la grâce indéniable de la reine, qui disait à ces derniers « Ce n'est pas à moi qu'il faut penser. Tout ce que je vous demande, c'est le respect dû au roi et qu'il ne soit pas affaibli par vous. » Mais lorsqu'à la procession des États qui se déroula à travers Versailles, une bonne partie des curieux soudoyés par le cousin du palais royal s'écria « Vive le duc d'Orléans !» la reine faillit s'évanouir et comprit que toutes les haines n'étaient pas endormies parce que sonnaient les cloches et résonnaient les trompettes. L'heure suivante, installée sur un trône dans la cathédrale Saint-Louis, elle s'entendait dire par Lafare, l'évêque de Nancy, « Sire, le peuple sur lequel vous régnez a donné des preuves non équivoques de sa patience. C'est un peuple martyr, à qui la vie semble n'avoir été laissée que pour le faire souffrir plus longtemps. C'est sous le nom d'un bon roi, d'un monarque juste, sensible, que ces misérables exacteurs exercent leur barbarie. » C'était une allusion directe à l'entourage de Marie-Antoinette, dont le prélat séparait très nettement le cas d'avec celui du roi. Et devant le Saint-Sacrement exposé, fait inouï, on applaudit. Il fallait que l'émotion fût à son comble pour qu'on manifestât ainsi dans une église contre le monarque de droit divin. De retour au palais, la reine eut une attaque de nerfs si violente que son bracelet de diamant vola en pièces. Sur ces entrefaites, le dauphin mourut à Meudon, vraisemblablement de rachitis car il était bossu et aussi il avait une maladie incurable qu'on ne pouvait soigner. On ne peut que s'apitoyer sur la grande douleur d'une mère qui, échappant quand elle pouvait aux nombreuses cérémonies des États généraux, allait visiter les derniers moments de son fils. Et déjà l'année d'avant, elle a perdu la princesse Sophie, qui tétait encore. De ses 4 enfants, il ne lui en restait plus que 2. Qui vont la suivre dans sa tragique destinée. À partir de ce moment, on se réveille, son peuple, et où le ciel la frappe dans sa chair de femme, la reine ne dormira plus guère jusqu'à sa mort. Elle a 33 ans, l'âge du Christ, et sur ses tempes, ses cheveux blonds commencent à perdre leurs éclats. Quant au roi, c'est un bon monsieur qui continue à chasser quand il peut, d'éviter de recevoir les États, qui n'aiment pas aussi les grandes manifestations. Il tient toujours son fameux carnet intime, il se retire dans son cabinet secret pour étudier, mais il doit régner. Le soir de la prise de la Bastille, il y notera le même mot qu'au lendemain de son mariage, rien. Mais ce carnet était un carnet de chasse, et il n'avait rien pris ce jour-là, au défaut que le peuple, lui, avait pris l'ancienne Bastille des rois. Mais celle-ci est la preuve d'une très grande indigence aussi de sa part. Quand on lui rapportera que Mirabeau refuse de quitter la salle où il s'est retiré avec les députés du tiers, et selon le mot fameux, malgré la force des baïonnettes, il n'a qu'un mot énergique cette fois, ils veulent y rester, eh bien foutre, qu'ils y restent. Et ils y restèrent. Le 5 octobre, c'est le fameux banquet des gardes du corps. On dit que la reine l'a présidé et que les convives ont foulé aux pieds la cocarde tricolore, ce qui est faux. C'est un crime de lèse-peuple que celui-ci ne pardonnera pas à ses majestés, dit-on. Il en sera longtemps question au procès de la reine. Le lendemain, énergiquement sollicité par une foule en délire, le roi, la reine et le petit Mitron prennent le chemin de Paris où ils seront quasi séquestrés aux Tuileries. Aucun d'eux ne reverra plus jamais Versailles. Le premier acte est joué.
on change le décor. La Révolution se poursuit comme un film de Sacha Guitry, avec des bons mots et des pires, des longueurs et des raccourcis, des scènes à grand spectacle comme 1790, la fête de la Fédération, ou des tableaux teints charmants comme la Marseillaise, l'institution du tableau tricolore. Aux Tuileries, on prépare la fuite de Varennes. Le gentil Fersen est là et dans son chapeau emporte vers Merci Argenteau la correspondance de la reine. Jusqu'au moment de notre départ, dit-elle, il faut faire tout ce qu'on exige de nous, et même avoir l'air d'aller au-devant. C'est peut-être une manière, et la seule, de les endormir et de sauver notre vie, et le trône, et la France. L'attitude des immigrés ne prête guère au sommeil de la Révolution. Le mal est à Coblentz, dit Brissot. Non, répond Robespierre, le mal est aux Tuileries. Les immigrations se multiplient, écrit la reine à son frère. Elles sont un malheur. La noblesse nous perdra en nous abandonnant à tous les dangers. Nous sommes forcés de nous sauver sans elles, et on se sauve jusqu'à Varennes. C'est une pitoyable affaire, l'une des plus beaux ratages de l'histoire, sérieusement organisée à Paris par Fersen et ses amis, la fuite cafouille à Coblentz, où messieurs de Provence et d'Artois ne tiennent peut-être pas beaucoup à revoir la famille. Qui sait? Il n'y a rien plus qu'un dauphin, et très bien portant comme son frère. Et bien sûr que lui aussi, il a cette fameuse maladie incurable, mais qui le sait à cette époque-là? Et bien sûr, en cas de guerre victorieuse contre la France, qui régnerait à nouveau si le roi et son fils disparaissaient. Eux, le gros bonnet et le grand, on laisse piteusement choir la famille royale à Varennes, à quelques kilomètres de la rencontre prévue, où les dragons de Bouillé doivent la prendre en charge, et il y a ça, plus la malencontreuse reconnaissance du postillon Drouet, enfin, le destin. Il faut dire aussi que les deux frères du roi qui voulaient aller de l'avant et être les premiers à fouler le sol de France furent relayés à l'arrière avec leurs gardes du corps et leur maigre armée. La France devait être vaincue par l'Autriche, car en plus de remettre le roi Louis sur le trône, il fallait bien gratter aussi quelques portions du territoire de la France. Mais cela, on le verra quand avec Louis XVI, on négociera la fin de cette révolution. Jamais on ne le verra. On revient donc à Paris et pendant le voyage, la reine séduit Barnave, envoyé par l'Assemblée pour y ramener les fugitifs. On retrouve les Tuileries saccagées. En y raccrochant son manteau, Louis XVI déclare froidement: je n'ai jamais eu l'intention de quitter la France, je voulais aller à Montmédy. En attendant, on continue à comploter, temporiser encore jusqu'au jour favorable, en faisant constater un état de captivité qui laissait irresponsable, céder à l'impatience, mais marcher d'une part avec le parti modéré de l'Assemblée, en pressant d'autre part une action diplomatique, appeler une coalition dont il fallait que la France prît l'initiative de combattre, quémander la guerre étrangère pour éviter la guerre civile qui eût mis la famille royale en péril. Telles sont les pensées qui ressortent des lettres de la reine à ses amis d'outre-Rhin. Mais en les sollicitant, Marie-Antoinette ne veut pas que les émigrés y soient pour quelque chose. Elle demande que les cabinets de Potsdam et de Vienne séparent bien leur cause de la leur et évite même de mettre trop en avant la cause royale. S'immiscer dans le gouvernement du pays, ce serait à ses yeux rendre impossible sa délivrance. Les Français, écrit-elle, repousseront toujours toute intervention politique des étrangers dans leurs affaires et l'orgueil national est tellement attaché à cette idée qu'il est impossible au roi de s'en écarter s'il veut rétablir son royaume. Mais, redit Sverg, la reine n'est pas seule à tricher dans cette crise décisive. Tous ceux qui participent au grand jeu de la politique trichent, et rarement on l'a vu, l'immoralité de la diplomatie secrète apparaître avec plus de relief que dans les innombrables correspondances des gouvernements, princes, ministres, ambassadeurs de l'époque. Louis XVI trompe l'Assemblée nationale qui, de son côté, attend seulement que l'idée républicaine ait suffisamment pénétré les masses pour détrôner le roi. Car aussi, de l'autre côté, et surtout dans la République, on ment, on triche et on soudoie le peuple. L'empereur Léopold berce sa sœur Marie-Antoinette. L'ambassadeur prussien à Paris finance les Jacobins et dîne avec Pétion. Tout le monde joue avec le feu. Empereurs, rois, princes et révolutionnaires, par leur perpétuelle négociation et leur éternel jeu de dupes, entretiennent une atmosphère de méfiance et finissent par entraîner sans le vouloir, en somme, 25 millions d'hommes dans la catastrophe d'une guerre de 25 ans qui se finira en 1815. Et que dire de Danton, qui prit des millions dès qu'il passait par sa table, alors qu'il négociait un jour pour une soi-disant reddition et un échange de la reine, on lui proposa 2 millions. Le récipiendaire en eut qu'1 200 000. Où étaient passés les 800 000? Danton ne le dira pas,
puisqu'il fut aussi guillotiné. Le jour de gloire est arrivé, voilà déclaré enfin le 20 avril 1792. Cette guerre que tout le monde désire, la reine aperçoit déjà les drapeaux prussiens et autrichiens flotter au balcon des Tuileries. Je m'enorgueillis plus que jamais, écrit-elle, d'être née allemande. Comme dans la journée, le bon, bien et ami notre roi assiste au Conseil des ministres pour y discuter le plan de campagne des armées françaises. La reine sait dans la nuit ce qu'elle doit le lendemain matin écrire au fidèle Merci Argenteau. Monsieur Dumouriez, ne doutant plus de l'accord des puissances ennemies pour la marche des troupes, a le projet de commencer le premier par une attaque en Savoie et une autre par le pays de Liège. C'est l'armée de monsieur de Lafayette qui doit servir à cette dernière attaque. Voilà le résultat du Conseil d'hier. Certes, on ne peut sursauter d'indignation. Quoi, une reine de France trahirait? Mais est-elle encore une reine de France, divorcée d'avec son royaume qui ne l'aime pas? N'a-t-elle pas le droit de reprendre son nom de jeune fille, Marie-Antoinette d'Autriche? Pourquoi ferait-elle grâce à ceux qui la séquestrent, loin de son cher Trianon, et surtout qui traitent son mari, le roi de Gros Bonnet? Et puis, l'idée de patrie. Dieu, si c'est un terme encore vague en 1792, jusque-là, la nation, c'est le roi. Et qui se bat contre son roi et sa reine est un rebelle. Face aux républicains, elle devient donc le chef du parti royaliste, et elle le montrera. Quand au XVIe siècle, les catholiques français appellent les Espagnols à la rescousse, lorsqu'au XVIIe, les protestants rochelais demandent secours à l'Angleterre, ils ne doutent point les uns et les autres qu'ils n'agissent pas pour la bonne cause. Quand Henri IV dit « Paris veut bien une messe », il sait que la capitale est la clé du royaume qu'il n'en a cure d'ensanglanter pour la conquérir. En cela, il est pire encore, il renie la religion de ses compagnons de combat. La notion nationale est donc encore inconnue à cette époque, pas plus à l'étranger qu'en France d'ailleurs, puisque de l'autre côté du Rhin, des écrivains allemands comme Knobloch, Schiller ou Fichte souhaitent par amour de la liberté l'écrasement des troupes du roi de Prusse et la victoire de la Révolution. Et ils sont pourtant prussiens. Au 20 juin, le peuple affolé par les premières défaites des armées révolutionnaires ne doute pas un seul instant de la duplicité des Tuileries. Bien sûr, on fait tout pour, on écrit d'ailleurs, et même de chez monsieur le duc d'Orléans. Il envahit donc le palais sous prétexte de 2 vétos du roi pour le faire boire à la santé de la nation et remplacer sa couronne par un bonnet rouge. Sollicitation symbolique qui annonçant indéniablement la chute imminente de la royauté. Le château n'est plus qu'une épave battue par la tempête, dit André Castelot. La reine en revient à souhaiter l'engloutissement final et immédiat. Tout lui paraît préférable à cette lente agonie. Ainsi, dans les galeries, sur le passage des souverains, les gardes nationaux crient « À bas veto !» La musique de la chapelle joue, ça ira, à l'entrée du roi et de la reine. Les colporteurs vendent aux passants des images graveleuses montrant Marie-Antoinette panée dans les bras de Madame de Polignac et de la princesse de Lamballe et du comte d'Artois. Ils m'ont tout ôté, hors de mon cœur, soupire la malheureuse reine. La journée du 10 août, provoquée par le maladroit manifeste de Brunswick, s'exaspéra encore des réactions populaires. En venant se réfugier dans la législative, la famille royale précipite son destin déjà périlleux. D'abord, on la boucle au temple, autant pour la protéger des émeutes que pour l'avoir sous la main. Le temple évitera certainement au roi et à la reine d'avoir leur tête promenée sur une pique comme celle de Lamballe, qui vient d'être massacrée dans une rue. Puis la Révolution se durcit lorsque l'Assemblée fait place à la Convention. Enfin, celle-ci proclame la République. La première des républiques françaises, nous en avons tant vu depuis que le mot a perdu tout son sens. Res publica, la chose publique. La France n'est donc plus royaume, chose du roi, mais chose nationale. Elle le dit dans sa constitution, elle l'affirme dans sa devise, dans son drapeau révolutionnaire et même dans le coq trimbant ses édits, qui rappelle que la Gaule fut une nation avant d'être un royaume. Le royaume n'est plus donc besoin de roi, celui-ci inutile et guillotiné. La Révolution, comme son confesseur le lui dit sur les chapeaux, revoit le fils de Saint-Louis au ciel. Il retourne d'où il vient selon le principe sacré de la royauté de droit divin et la reine. Rien n'était capable, raconte sa fille, Madame Royale, de calmer les angoisses de ma mère. On ne pouvait plus pour faire entrer aucune espérance dans son cœur. Il lui était devenu indifférent de vivre ou de mourir. Elle nous regardait quelquefois avec une pitié qui nous faisait tressaillir. Elle ne pensait qu'à une chose, sauver son fils. Non, qu'elle ne puisse espérer en dehors quelques secours. Il y avait encore des solides partisans dans le peuple et la petite noblesse, car tout Paris n'était pas révolutionnaire. Je dirais même pas 50%, à peine 30%. Mais non, la vérité,
10%. Il y avait donc ces partisans de cette petite noblesse et dans son peuple, et elle ne les sollicite pas plus qu'elle ne s'abuse sur leur réussite. Alors qu'on lui donne un billet et qu'on lui promet de s'évader, elle dit « Non, monsieur, ne risquez pas votre tête et celle de votre famille pour moi, je suis perdu. » On connaît au moins 3 projets d'enlèvement, y compris celui de l'œillet, esquissé à la conciergerie et dont les récits ne tiendraient pas dans 10 numéros de cette revue. Ils sont touchants, ridicules ou burlesques. Il est facile d'entrer au temple, d'y trouver des complicités. Il est bien sûr très difficile d'en sortir. La soupçonneuse convention y entretient une nuée d'espions et ses représentants y font des inspections incessantes. On brime la reine, on fouille sa paillasse, on lui mesure la chandelle et sa toilette intime. Elle a de grosses pertes de sang, un cancer, ça devient un supplice pour elle. Dans son cachot transformé en corps de garde, mais suprême déchirement, on lui enlève son fils. L'enfant poussa de hauts cris, raconte encore Madame Royale. Les municipaux menaçaient d'employer la violence et de faire monter la garde pour l'emmener de force. 1 heure se passa pour parler en injures et en menaces des municipaux, en défense et en pleurs de nous tous. Enfin, ma mère consentit à rendre son fils. Nous le levâmes, et après qu'il fut habillé, ma mère le remit dans les mains des municipaux en le baignant de pleurs, comme elle eût prévu dans l'avenir qu'elle ne le reverrait plus, ce pauvre petit. Et il nous embrassa tout tendrement et se mit à pleurer avec ces gens qui se marraient. Un autre buvait même un gobelet de vin, un très mauvais vin, puisque même les rats n'en voulaient pas. La reine ne saura pas, heureusement, la fin atroce du dauphin, déjà comme son frère, miné par le rachitis, elle ne saura pas, pendant sa propre passion, le triste calvaire de son chou d'amour, qui meurt au temple quelques mois après elle, et comment on l'enfouira, comme elle, dans une fosse publique. Ce qui liquide le jour même l'absurde question, Louis XVII, qui occupe encore les tribunaux de la 4e et de la 5e République, et des républiques qui suivront, j'espère que non, et de ses meilleurs avocats. La mère ne saura pas, heureusement, comment le sinistre savetier Simon, guillotiné avec Robespierre, fit enivrer cet enfant de 8 ans et lui enseigna sur elle les pires ignominies, à tel point qu'un jour, comme il jouait aux boules avec l'un de ses gardiens et qu'il entendait sa mère et sa sœur remuer dans le cachot au-dessus de lui, il dit en rageant « Est-ce que ces sacrés putains ne sont pas encore guillotinés ?» Le tribunal révolutionnaire. Pour répondre à la prise de Valenciennes par les tyrans et au bruit de conspiration qui court dans Paris, la Convention décide de transporter la reine à la conciergerie où siège le tribunal révolutionnaire et de l'y traduire en jugement. Quel jugement d'ailleurs? Aucun rôle politique. Elle n'est que la reine et que la femme du roi. Pourquoi la juger? Tout simplement pour qu'elle ne puisse pas engendrer de nouveaux tyrans. Alors, comment le pouvait-elle, avec ses saignements, avec ce concert de col de l'utérus, qui de toute façon l'aurait emporté pas beaucoup de temps, alors qu'elle n'aurait pas été guillotinée? Je pense qu'elle n'aurait pas survécu quelques années seulement. Parce qu'il faut encore avilir la reine, dire à la face du monde et des ennemis du royaume les pitoyables accusations qu'on recueillera de son fils enivré. Salir une mère, c'est encore une astuce diabolique de cette république, inventée par ces sinistres Hébert et Chaumette, et à laquelle prête encore la main qui, le croyait-on, David le peintre David, cet horrible David, celui du serment des Horaces et du sac de Napoléon. Ainsi, il ne restera rien de la reine, pas même le souvenir d'une mère exemplaire. Celui qui fit le beau tableau du sacre ne fera qu'un vilain esquisse d'une femme déchue dans sa charrette, l'amenant à son destin. Dans son cachot, la reine est au secret le plus absolu. 4 fonctionnaires sont placés à sa porte, d'autres dans le couloir qui défendent à quiconque d'approcher. Le réduit est obscur, pas de lumière, la nuit c'est la consigne. On lui retire ses derniers bijoux, on lui donne ses chemises une à une, son lit est mal garni, son oreiller lui sert de couvre-pied, car elle souffre de varices. Quand elle demande à la femme de son geôlier, la citoyenne Brault, une nouvelle couverture, celle-ci en informe Fouquet-Tinville qui lui répond en agitant les plumes de son chapeau: « Qu'oses-tu demander, citoyenne? Tu mériterais d'être envoyée à la guillotine. » Sa vue s'est beaucoup affaiblie. À plusieurs reprises, elle trébuchera dans les escaliers qui la conduisent au tribunal. Gendarmes qui l'accompagnent affirment plus tard qu'à sa mort, elle avait un œil presque perdu. C'est déjà le supplice avant le procès fait d'avance. Quel est celui qu'on va lui faire? Celui d'une reine ou celui d'une contre-révolutionnaire? Où tous les deux sont grotesques. Cela se conçoit. Demande-t-on à un mort comment il a vécu? Il n'y a rien, sauf en quelques occasions quasi décevant, que la lecture de toutes ces phrases prononcées. En 4 jours, l'interrogatoire est aussi plat qu'un procès en divorce et tout est fait sur pièce. Des phrases redondantes devant un jury à peu près illettré, convaincu qu'il doit condamner la reine à un
point, c'est tout. Le tribunal est aussi ridicule que le procès. Le président Herman sera guillotiné, comme deux de ses assesseurs d'ailleurs. L'accuseur public Fouquetinville, ancien avocat devenu valet du bureau, est aussi tatillon qu'un bureaucrate d'état civil au guichet des décès. Il habite lui aussi à la conciergerie et embrasse tendrement sa femme et ses enfants avant de descendre les escaliers du tribunal. Chaque jour, il va au comité de salut public chercher la liste des funèbres charrettes. Il étudie soigneusement chaque dossier, la note, soupèse, s'il manque une pièce, qu'il renvoie quérir dardard au comité par l'un de ses scribes. C'est un bourreau de travail, si l'on ose dire, mais comme c'est un fonctionnaire et qu'il manque d'imagination, il conclut toujours sur ses réquisitoires imprimés à l'avance, la mort, toujours la mort. Cette Tunaille, il a pondu 350 lignes d'une lamentable pauvreté d'argumentation qu'il bredouille le lendemain devant la reine. À l'instar de Messaline, Bruno, Frédégonde, Médicis, etc., etc. En résumé, il s'agit du procès que la Révolution intente à la royauté, coupable d'avoir résisté sans conviction à ceux qui voulaient l'abattre. Au premier interrogatoire, le 12 octobre, par un défenseur, à quoi bon? C'est une formalité banale à laquelle on songera le lendemain en flanquant la reine du tronçon de Coudray et de Chevreau-Lagarde, braves et courageux avocats qui lui sont moins utiles que le fauteuil sur lequel on l'a fait asseoir. Marie-Antoinette demande 3 jours pour qu'il puisse s'instruire sur les pièces du procès. On les lui refuse. Dans 3 jours, elle sera guillotinée. La Révolution n'a pas de temps à perdre avec une ex-reine. Les 41 témoins défilent, jurant de parler sans haine et sans crainte, etc., etc. L'imbécilité et le mensonge habituel. Quand 11 d'entre eux seront guillotinés, il n'y a vraiment pas de quoi, et l'interrogatoire commence. Quel intérêt mettez-vous aux armes de la République? Le bonheur de la France est celui que je désire par-dessus tout. Pensez-vous que les rois sont nécessaires au bonheur du peuple? Un individu ne peut pas décider de telles choses. Pourquoi la famille Polignac et plusieurs autres ont été gorgées d'or? Elles avaient des places à la cour et qui leur procuraient des richesses. Quel était donc le but de voyager connu sous le nom de Varennes? De se donner la liberté qu'ils ne pouvaient avoir ici aux yeux de personne et de se concilier de là tous les partis pour le bonheur et la tranquillité de la France et que le roi puisse écrire une vraie constitution. Lors de votre mariage avec Louis Capet, n'avez-vous pas conçu le projet de réunir la Lorraine et l'Autriche? Non. Vous en portiez le nom, parce qu'il faut porter le nom de son pays. Il paraît prouvé, nonobstant les délégations que vous faites, que par votre influence, vous faisiez faire au roi, votre époux, tout ce que vous désiriez. Il y a loin de faire une chose que de la faire exécuter. Je donnais des conseils au roi, mais il ne les écoutait point, parce que des fois je donnais de mauvais conseils. J'essayais de savoir avoir des arguments, mais c'est le roi qui gouvernait, et je crois qu'il gouvernait bien. Hébert. Enfin, le jeune Capet, dont la constitution physique dépérissait chaque jour, fut surpris par Simon dans des pollutions funestres et indécentes que Lucie avait demandé qu'on lui avait appris ce manège criminel. Il lui répondit que c'était à sa mère et à sa tante qu'il était redevable de la connaissance de cette habitude funeste et de déclarer et la déclaration de l'enfant s'ensuit que l'on se plaisait encore à croire destiné à occuper un trône, s'assurer le droit de régner sur son moral. Naturellement, Marie-Antoinette, sur sa demande expresse du président, ne daigne pas répondre à ça. Il insulte ces 2 femmes, il faisait souvent coucher entre elles 2, et c'est là qu'il commettait des traits de la débauche les plus effrénés, qu'il n'y avait pas même à douter, parce qu'a dit le fils Capet, qu'il y a eu un acte incestueux entre la mère et le fils. D'ailleurs, le sein de votre belle-sœur, il l'a bien dessiné, donc il l'a bien vu nu. La reine est indignée. Et évidemment, nous n'avions aucune intimité et cet enfant était protégé par nous. Et quand nous nous habillions, il était là. Au lieu de cris d'indignation ou d'horreur auxquels s'attend Hébert, l'assistance reste muette de honte secrète et le pauvre sire enchaîne pour conclure. Il y a lieu de croire que cette criminelle jouissance n'était point dictée par le plaisir, mais bien par l'espoir politique d'énerver le physique de l'enfant et que le son plaisait encore à croire destiné à occuper un trône, d'assurer le droit de régner sur son moral. Vous en auriez fait un débile, madame, pour pouvoir mieux le gouverner. Naturellement, Marie-Antoinette, sur la demande expresse du président, ne daigne même pas répondre encore une fois. Mais comme l'interrogatoire se poursuit et qu'un juré insiste pour connaître la réponse de l'accusé à l'égard de ce qui s'est passé entre elle et son fils, elle s'écrie vivement émue. Si je n'ai pas répondu, c'est que la nature se refuse à répondre à une pareille inculpation faite à une mère. J'en appelle à toutes celles qui peuvent se trouver ici.
Robespierre apprend le soir même à un souper l'odieuse intervention de son collègue à la Convention. Frappé comme d'une secousse électrique, Robespierre brisa son assiette avec sa fourchette en s'écriant « Il ne suffisait donc pas à cet imbécile d'Hébert qu'elle ait été véritablement une Messaline, il fallait qu'il en fît une Agrippine et qu'il lui procurât dans ses derniers moments la satisfaction d'exciter la sensibilité du public. Imbécile !» Lorsque l'année suivante, Hébert fera son dernier voyage dans la charrette des condamnés du Thermidor, il se défendra encore en sanglotant. Alors, un camarade de voiture lui criera « Hébert, lorsqu'il fallait agir, vous avez verbiagé, maintenant il va falloir mourir. » Quant à l'autre comparse, Fouquetinville, qui prendra le même chemin 2 ans après et qui sera guillotiné lui aussi, il eut une attitude plus courageuse. Condamné à mort, au milieu des applaudissements féroces du public qui en avait marre de cette terreur, il lança ses ultimes paroles. « Vous me rendez responsable non seulement des jugements que je n'ai point rendus, mais encore des lois que je n'ai pas votées. Je ne défends pas pour moi, j'en appelle à la postérité. » Sans doute se souvenait-il du pathétique appel à sa royale victime. Même les républicains actuels n'ont pas pour lui la dévotion qu'il avait pour cette République. Mais la Révolution ne connaît pas plus l'appel de ses victimes que de ses bourreaux. Clémenceau l'a très bien dit, la Révolution est un bloc. C'est à peine si ses avocats peuvent prendre la défense de la reine. Chauveau parle, le dernier, pendant 2 heures. « Comme vous devez être fatigué, monsieur Chauveau-Lagarde, lui dit la reine, je suis bien sensible à toutes vos peines. C'est Eman qui prononce le réquisitoire et pose aux jurés les questions qui se résument en 2 points. Complicité avec les ennemis intérieurs et extérieurs. Bien entendu, le jury revient après 1 heure de délibération et avec une déclaration affirmative. Le président fit rentrer la reine et lui lut la très brève sentence. Le tribunal condamne Marie-Antoinette, dite de Lorraine d'Autriche, veuve de Louis Capet, à la peine de mort. Il était alors 4h30 du matin. Nous ne pûmes entendre sans être consterné, dit Chauveau-Lagarde. La reine seule l'écouta d'un air calme, et l'on put seulement s'apercevoir qu'il venait de s'opérer dans son âme une sorte de révolution remarquable. Elle ne donna pas la moindre signe de crainte. Elle descendit les gradins sans proférer aucune parole, ni faire aucun geste, traversa la salle comme sans rien voir ni entendre. Et lorsqu'elle fut arrivée devant la barrière où était le peuple, elle releva la tête avec majesté. Mais une chose l'avait frappée plus que la peine de mort. C'était les douloureuses et stupides accusations d'Hébert. Condamnée comme reine, elle se sentit, comme mère, atteinte dans toutes ses fibres maternelles, les plus profondes pour le mal qu'on avait fait à son fils. Elle l'écrivit à sa belle-sœur à la lumière du jour qui commençait à poindre et qui sera son dernier matin. J'ai à vous parler d'une chose bien pénible à mon cœur. Je sais combien cet enfant doit vous avoir fait de la peine. Pardonnez-lui, ma chère sœur. Pensez à l'âge qu'il a et combien il est facile de faire dire à un enfant ce qu'on veut et ce qu'il ne comprendra pas. Un jour viendra, j'espère, où il se sentira que mieux pour le prix de vos bontés et de votre tendresse pour tous deux. Je demande pardon sincèrement de toutes les fautes que j'ai pu commettre depuis que j'existe. Je pardonne à tous les ennemis tout le mal qu'ils m'ont fait. Madame Élisabeth ne devait jamais recevoir cette lettre. Elle fut trouvée dans les papiers de Couthon, à qui elle paraît avoir été donnée par Fouquier. Son encre n'en était pas sèche qu'on emmenait la reine vers l'échafaud, et où elle mourut à midi juste après 8 heures d'agonie. Ah, il appartient, pour être mieux, à Lamartine, historien des Girondins, autre victime, qu'à nous-mêmes de conclure de ce procès. Voici ce que dit Lamartine, c'est magnifique. Ainsi mourut cette reine légère dans la prospérité, sublime dans l'infortune, intrépide sur l'échafaud, idole à la cour, mutilée par le peuple, longtemps l'amour, puis l'aveugle conseil de la royauté, puis l'ennemi personnel de la révolution. Cette révolution, elle ne sut ni la prévoir, ni la comprendre, ni l'accepter. Elle ne sut que s'agacer et de la haïr. Le peuple lui voit injustement toute la haine dont il poursuivait l'ancien régime. Il appela de son nom tous les scandales et toutes les trahisons des cours. Appelé par le peuple pour occuper un trône, ce peuple ne lui donna même pas un tombeau, car nous lisons sur les registres des inhumations banales de la Madeleine, pour la bière de la veuve Capet, 7 francs. Eh ben, voici avec émotion que je vous dis la fin de cette conférence sur le procès de la reine Marie-Antoinette. Mais n'oubliez jamais que la reine de France est morte en majesté. Je vous remercie.
les révolutionnaires ont eu une réunion secrète, avant le procès pour que tout le monde soit d'accord, sur la version et le questionnement à la reine. La reine a été humiliée, calomniée. Son procès avait été arrangé à l'avance, ses avocats n'ont pas eu le temps de préparer sa défense. Pièces incomplètes, aucune possibilité d'interroger les témoins, des actes d'accusation transmis sans possibilité de pouvoir avoir un débat contradictoire. Il voulait la faire condamner à tout prix, peu importe les moyens employés et des accusations mensongères, jusqu'à le lui prendre sa vie. Mais elle a su rester digne jusqu'à la fin. Comme son époux, son fils et toutes les autres victimes de la République, il mérite que nous, peuple de France, rendions hommage et honneur. Le père et la mère du peuple ne sont plus. La France est orpheline. La République est coupable.